à la fin de cette année de double cursus un petit peu, j'ai appris que j'avais des soucis de santé. En fait, j'ai appris que j'avais de l'endométriose. Donc c'est en fait une maladie, une à deux femmes sur 10 et qui peut provoquer plein de problèmes, hein, mais notamment des problèmes pour avoir des enfants. Tu fais le clap ou tu le fais? Non, toi. C'est parti. Bonjour Jeanne Dussert, on est aujourd'hui sur Harmony Stories. Merci d'avoir accepté mon invitation et de participer à mon podcast. Je te laisse te présenter du coup. Donc, je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans, je suis actuellement étudiante à 42. C'est une école de programmation informatique qui a été créée par Xavier Niel. Et à côté de ça, je suis également juriste spécialisée en nouvelles technologies et en intelligence artificielle. Voilà. C'est un profil assez spécial et un profil hybride qui est aujourd'hui très intéressant. On va y revenir par la suite. Nous allons parler d'enfance aujourd'hui, parler d'adolescence, peut-être de jeunes adultes et d'avenir et de ta vision un peu du monde de demain et peut-être qui est en train de catalyser tes études et toutes tes implications dans différents projets. Du coup, je vais te demander d'abord comment tu te définis toi en tant que personne. C'est qui Jeanne Dussert? Alors, je pense que je suis quelqu'un qui est très curieuse de nature. J'aime beaucoup apprendre et même si j'ai suivi déjà 3 parcours différents, j'ai fait du droit, de la criminologie et maintenant de l'informatique, je pense que je vais continuer toute ma vie d'apprendre et de chercher à étudier de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses. Également, je pense qu'un grand pan de ma vie, c'est l'engagement associatif. Je me suis engagée toute petite en fait. Mes parents m'ont poussée vers l'associatif quand j'étais très jeune et j'ai commencé à entamer mes propres démarches associatives à 7 ou 8 ans. Donc, mais tout simplement parce qu'en fait, je me rendais compte de difficultés que pouvaient rencontrer d'autres enfants de mon âge et je ne les comprenais pas. Donc, j'essayais de trouver des solutions et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans l'associatif. Donc voilà, un grand pan de ma vie et encore aujourd'hui l'associatif. De beaucoup de données. Et c'est pas forcément un don matériel, mais aussi immatériel de ta personne et de ton temps, et ce qui est très très louable. Et du coup, tu me dis que déjà enfant, tu étais baigné dans le milieu associatif. Comment tu grandis? Où? En France? À l'étranger? Et comment tu te rappelles de toi-même enfant? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tes propres souvenirs? Ta personnalité? Alors j'ai grandi en Aveyron, donc dans un tout petit village de 300 habitants, donc vraiment très loin de Paris et de toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui. J'ai grandi jusqu'à mes 10 ans. J'étais vraiment un peu, alors j'aime pas trop cette expression, mais un peu un garçon manqué. J'aimais bien être un petit peu intrépide, découvrir de nouvelles choses. J'aimais pas trop les robes, je préfère les jeans. Enfin voilà, j'étais oui, un petit garçon manqué, on va dire. Et donc j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans en Aveyron. J'ai vraiment adoré ces quelques années passées là-bas. Puis à 10 ans, mes parents se sont séparés, donc je suis partie à Montpellier pour continuer ma scolarité au collège, puis au lycée. Et c'était comment ce changement de passer d'un petit village de quelques centaines d'habitants à une grande ville comme Montpellier? C'était assez déroutant parce qu'en fait j'arrive, j'ai le look de la Véronaise. Voilà, j'ai les joues toutes rouges, je m'habille comme on s'habille en Aveyron, enfin, à l'époque on s'en fichait un petit peu. Non pas que les Aveyronnais n'ont pas de style, mais à l'époque enfant forcément. Et alors qu'à Montpellier, eh bien, quand je suis arrivée j'étais en sixième. Et déjà en sixième à Montpellier, les filles faisaient beaucoup plus attention à leur apparence. Chose que j'avais pas constatée en tout cas quand j'étais en Aveyron. Donc déjà c'était un petit peu un choc. En plus, je suis arrivée dans un collège qui avait des exigences scolaires plus élevées peut-être que mon collège précédent. Donc, et je suis arrivée aussi et surtout en cours d'année. Donc j'arrive quelques mois avant la fin de l'année. Et du coup, qu'est-ce qui te reste un peu de ton âme d'enfant aujourd'hui? Parce que tu dis que tu es déjà baigné dans l'associatif, que tu étais introverti à l'époque. Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui et que tu penses que
peut t'aider dans ta vie d'aujourd'hui et de demain, qui te définit un peu et qui fonde un peu ton caractère au final. Ouais, je pense que c'est vraiment ce besoin d'aider mon prochain Mhm. que j'ai tout de suite développé, enfin, dès mes 7-8 ans, oui. Quand j'ai commencé, en fait, associativement, j'essayais d'organiser des Noëls pour des enfants qui n'avaient pas de cadeaux parce que je trouvais ça impossible. J'avais l'impression d'être très gâtée du coup parce que je me disais si d'autres n'ont pas, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai cultivé par la suite et qui s'est étendu dans d'autres domaines. Après, ça a touché que ce soit les personnes qui étaient victimes d'homophobie, de racisme, etc. Donc en fait, j'ai évolué dans le milieu associatif. J'ai de plus en plus développé ça. J'ai aussi essayé de déconstruire certains préjugés que je pouvais avoir parce qu'on en a tous. Donc c'est quelque chose, c'est un gros travail à faire. Et voilà, après j'ai gardé ma curiosité, le fait de ne pas avoir peur de ne pas être comme tout le monde, de ne pas avoir peur d'être différente. Au final, on est tous, mais il faut simplement accepter de ne pas forcément être dans le monde. Donc, voilà. Je parlais avec une amie la dernière fois qui me disait qu'on se sent bien partout, quand on commence à se sentir bien dans son chez-soi, qui est en fait au final sa propre personne. Et on est aujourd'hui dans une société qui essaie de nous uniformiser un peu, mais la différence aussi peut être une force. Et faut rester authentique. Et du coup, au travers en fait de ça, de cette enfance un peu entre campagne et grande ville, tu finis tes études du collège. Pourquoi aller en droit? Tu vas en droit tout de suite ou pas? Alors j'y vais à mes 18 ans un peu par hasard. En fait, je voulais absolument aller en prépa parce que pour moi, la fac, ça me faisait un peu peur. J'avais peur d'avoir trop de liberté et finalement de me perdre et de ne pas être assez oui, encadrée. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une prépa. À l'époque, j'étais très intéressée par les prépas lettres, mais ma sœur était partie en prépa lettres, donc j'ai dit surtout pas. Donc, j'ai cherché d'autres styles de prépa et je suis tombée sur une prépa Cachan, droit économie. C'est pour préparer l'ENS Cachan, donc. Et en fait, il proposait donc un petit peu déjà ce format particulier qui est qu'on a des cours en prépa, mais en même temps à la fac. Donc je trouvais ça intéressant. Et en plus, j'aimais beaucoup l'économie. Et ça me permettait de découvrir le droit qui ne m'attirait pas particulièrement, mais je me suis dit, bon, ce sera toujours une matière en plus. Au final, au bout d'un an, catastrophe, mes résultats sont pas bons, je suis beaucoup plus impliquée dans le BDE de la prépa que dans les cours. Je me sens pas forcément très bien encadrée. Alors après, c'est vraiment un ressenti, mais voilà. Et donc, je suis poussée vers la fac, puisque ma prépa, ma première année s'est très mal passée. Et je débarque à la fac à la Sorbonne en première année de licence. Et à ce moment-là, complètement dans un parcours droit 100%. Et qu'est-ce qui se passe qui conduit le, la transition de droit à criminologie à aujourd'hui développement, code, intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu raisonnes parce qu'on est sur un peu droit et criminologie, il y a encore un lien entre guillemets, Oui. même si intelligence artificielle et droit aujourd'hui ça fait sens. Mais quel est ton raisonnement à ce moment-là? Alors, à vrai dire, pendant ma licence de droit, j'avais commencé donc à suivre d'autres cours, que ce soit donc en arabe, même si ça a été très court, des cours aussi d'éloquence, des cours, j'ai participé à des concours de plaidoirie, etc. Mais j'avais toujours besoin de quelque chose de plus. Donc déjà, je me suis engagée à l'université, associativement parlant, toujours, dans la lutte contre les discriminations dans le cadre universitaire, puisqu'il n'y avait aucune association qui existait vraiment à l'époque à la Sorbonne. Ça m'a beaucoup plu. J'ai pas mal travaillé sur les questions de cyberharcèlement notamment, et aussi d'homophobie et de racisme principalement, et de sexisme. Et suite à ça, je me suis dit que justement ça pouvait être intéressant de comprendre finalement les personnes qui peuvent, par exemple, harceler des personnes, faire un petit peu de psychologie, de psychiatrie, etc. Donc je suis partie en criminologie pour ça, en parallèle de mes études de droit. Donc j'étais à Assas dans un institut de droit pénal et de criminologie. Ça m'a beaucoup plu. À ce moment-là, en plus, je m'attendais à préparer l'ENM, donc c'est l'école de magistrature.
Et ça concordait parfaitement avec mon cursus en droit et en criminaux. À la fin de cette année de double cursus un petit peu, j'ai appris que j'avais des soucis de santé. En fait, j'ai appris que j'avais de l'endométriose. Donc c'est en fait une maladie, une à deux femmes sur 10 et qui peut provoquer plein de problèmes, hein, mais notamment des problèmes pour avoir des enfants. À ce moment-là, je ne savais pas si c'était mon cas ou pas. Je n'avais pas eu les examens nécessaires. Et à la fin de mon Master 1, donc j'étais engagée sur cette voie de l'ENM et je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Soit j'essaie de continuer de passer l'école de magistrature, je deviens juge des enfants comme j'avais toujours prévu. Et à ce moment-là, je prends le risque que mes soucis de santé en fait me bouffent par rapport à ça. Soit j'essaie de trouver quelque chose d'autre qui pourrait me plaire, qui pourrait me convenir, mais qui ne rajoutera pas un poids sur déjà ce que je peux vivre à ce moment T. Et en fait, donc j'ai complètement laissé tomber l'ENM et j'ai commencé à chercher, sachant que à ce moment-là, j'aimais tout dans le droit. J'aimais le droit privé, le droit public, le droit international. Sauf que quand on aime tout, c'est considéré comme n'aimer rien finalement. Donc j'ai cherché de fond en comble ce qui pourrait me convenir et je suis tombée sur un Master 2 à Strasbourg en cyberjustice. C'est l'utilisation des nouvelles technologies en fait pour résoudre les litiges, que ce soit devant un juge ou en matière de justice privée. Et donc j'ai décidé de rejoindre ce Master 2 là, qui proposait des matières assez variées en droit, donc qui me correspondaient bien, qui me permettait de partir de Paris. J'avais besoin de sortir aussi de Paris à ce moment-là. En même temps, j'ai continué la criminologie à Paris, mais à distance. Et je me suis rapprochée d'institutions qui m'intéressaient à l'époque, comme le Conseil de l'Europe où j'ai fait un stage. Donc en fait, c'était vraiment, j'avais envie de prendre un nouveau départ. Je venais d'apprendre que j'avais des soucis de santé. Finalement, j'ai appris par la suite que c'était moins grave que ce qu'on pouvait imaginer. Donc voilà, mais ça m'a permis de prendre un nouveau souffle et en même temps de me rendre compte que j'allais dans la mauvaise direction en fait. Ça a toujours été ça. C'était quand je parlais de la prépa, je pensais que c'était fait pour moi. Je me suis rendu compte en me prenant un mur qu'en fait c'était pas fait du tout pour moi et que la fac était bien mieux. Je me suis pris un mur là aussi après mon Master 1 et j'arrive en droit des nouvelles technologies, je me rends compte que ça me correspond 100% plus. Enfin, c'était un changement énorme par rapport à mes intérêts en matière juridique. Et donc je commence l'année, donc ma dernière année de droit. Je suis donc en même temps à Strasbourg et à Paris pour mes études. Et au bout de quelques semaines de cours, on parle beaucoup en fait du métier de développeur pour concevoir par exemple des logiciels juridiques, des solutions tech juridiques, etc. Et je me dis, mais j'ai envie de comprendre en fait. On parle de développeurs, on parle d'algorithmes, on parle d'IA. Je ne sais pas ce qu'est un algorithme, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce qu'est une variable, je sais rien. Donc je cherche 2 semaines après le début des cours à commencer une licence en informatique en cours du soir. Et c'est comme ça que j'ai commencé la programmation, mais vraiment par curiosité. Je ne me dis pas que ça va me plaire, je me dis ça va me rajouter un peu de culture. Et en fait, je me rends compte que la programmation informatique, c'est très satisfaisant parce que ça marche ou ça marche pas. Et à l'issue du coup de mes études que je faisais à ce moment-là, donc de ma dernière année de droit et de ma dernière année de criminaux et de ma L1 d'informatique, j'ai décidé de tenter 42. J'étais vraiment dans cet état d'esprit, juste essayer d'aller voir parce que ça me semblait être un ovni pédagogique, cette école. Donc j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Okay. Et du coup là, arrive 42, tu y es depuis combien de temps? Là maintenant, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi et est-ce que ta passion que tu découvres quelque temps auparavant par rapport au code, est-ce que ça se confirme et qu'est-ce que ça t'ouvre comme champ des possibles? Qu'est-ce que ça change sur ta vision de voir demain? Moi, j'ai tendance de dire qu'il y a quelque temps, savoir parler anglais, c'était une compétence. Il y avait des gens, il y en a encore qui vont, c'est pas pour minimiser ou pas, mais aujourd'hui c'est devenu normal de parler anglais. Et je pense que dans quelques temps, ça va être normal de savoir coder. Et du coup, c'est très important de monter sur ce wagon-là tout de suite. Qu'est-ce que ça change pour toi de vraiment te plonger dans une école de dev à proprement parler?
Alors ça a changé beaucoup de choses dans le sens où déjà je me suis rendu compte que le code ça me plaisait trop. C'est quelque chose qui me correspond dans le sens où ça fait appel à la créativité. En même temps, c'est des problèmes à résoudre. Et en même temps, ça m'oblige à travailler en équipe, en tout cas avec 42, vu que c'est vraiment l'objectif de l'école, c'est qu'on travaille entre pairs. Donc on travaille, on apprend les uns des autres et on n'a pas de professeur. Donc c'est un peu particulier, mais Je savais pas ça. c'est vraiment très particulier. En fait, déjà, on a l'épreuve, ce qu'on appelle l'épreuve de la piscine, donc, qui dure un mois. Pendant un mois, 7 jours sur 7 et environ 12 à 15 heures par jour, on va coder. Donc c'est très intense. C'est une sélection pour écarter un maximum d'étudiants qui ne seraient pas vraiment intéressés par le principe de l'école. Et après, en fait, tout au long de ce mois, on va travailler donc, entre étudiants pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et puis, si jamais on est sélectionné, c'est le but de l'école, en fait, une fois qu'on la rejoint, on a des projets. Pour continuer aussi parce que j'ai l'impression là dans cette discussion qu'il y a aussi un autre fil conducteur dans ta vie, c'est un peu le fait de donner en retour, de donner de ta personne et de ton temps. Tu continues à t'investir dans des associations. J'ai vu que tu étais dans Politiquel. Oui. Est-ce que tu pourras nous expliquer ce que c'est? Alors, Politiquel, en fait, j'ai été contactée par une de leurs membres. J'en fais pas directement partie, mais j'ai participé à un cours, en fait, qu'elles m'ont demandé de donner. C'est une association qui lutte contre le sexisme et donc qui va faire la promotion des femmes, notamment dans le domaine de la tech. Donc, j'ai été contactée par une de leurs membres qui m'a demandé si ça m'intéressait de donner un cours en matière de programmation web. On a parlé un peu aussi de tout ce qui était web scrapping, donc récolte de données sur le web, etc. Et ça a été mon premier cours. Alors, avant 42, j'aurais été tétanisée. J'aurais préparé le truc pendant des mois et des mois. Je me serais dit le matin même, vas-y, j'annule. Et là, j'ai lu 2-3 trucs. Je me suis dit, ça va aller. De toute façon, j'ai l'habitude, à 42, c'est ce qu'on fait. On donne tout le temps des cours, entre guillemets, à d'autres étudiants. Du coup, j'ai donné ce cours pendant 1h30 et ça a été une première expérience que j'espère renouveler par la suite et qui a été super. Enfin, c'est la continuité de 42 pour moi et la continuité de tout le reste. Pouvoir échanger avec des profils différents. Là, c'était surtout des étudiantes Sciences Po, HEC, mais c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'investir de ton temps? C'est le plaisir d'aider quelqu'un, alors que ce soit de l'aide. Par exemple, quand je vais travailler sur des thématiques un peu plus complexes, on va dire, je suis bénévole aussi dans une association qui lutte contre les violences faites aux femmes par la mise en place d'un chatbot qu'a créé une de mes amies. Donc par exemple, là c'est une thématique qui va être un peu plus complexe pour tout ce qui est aide aux victimes. Et en même temps, il y a d'autres associations comme Politiquel où ça va être de l'aide juste offrir un peu de son temps à des personnes qui sont intéressées par un domaine qu'on connaît. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Chaque année, j'ai vraiment une trentaine d'étudiants qui m'écrivent pour me poser des questions sur mon parcours, pour parler d'informatique, de droit, de criminologie, peu importe. Et c'est toujours avec plaisir que je prends le temps de leur répondre parce que je sais pas, en fait, c'est tellement agréable de pouvoir échanger, de pouvoir aider un tout petit peu quelqu'un que si je peux le faire tout le temps, je le fais tout le temps. Après, Et du coup, je vais dire juste 2 mots. Intelligence artificielle. Quelle cloche ça fait sonner en toi? Pourquoi? C'est quoi? Ce sera quoi? Alors pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait déjà partie de notre quotidien. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais avec les assistants vocaux, avec Spotify, avec YouTube. Enfin bref, l'intelligence artificielle, c'est partout et en même temps, on a du mal à vraiment la définir. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors maintenant, je parle plus d'un intérêt pour le machine learning plus précisément. C'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre en informatique, que j'ai étudié en matière, côté juridique. Et pour moi, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais pas qui va exploser, qui explose déjà, mais dont on n'a pas forcément encore conscience, nous, citoyens, vraiment de manière globale.
Après, c'est quelque chose pour moi qui est déjà essentiel et qui va prendre une place de plus en plus énorme, enfin, même si c'est déjà le cas, Ouais. j'ai envie de dire. Ouais. Et donc, c'est ça qui pousse aujourd'hui le fait d'avoir envie, enfin, qui me pousse en tout cas, d'avoir envie de faire un petit peu muter ma future profession. Je sais que je ne peux pas être simplement juriste si je veux avoir un intérêt aussi pour mes futurs employeurs. Et justement, je vais apporter une plus-value en sachant coder et peut-être en sachant un petit peu maîtriser du machine learning par la suite. Je pense que c'est aussi un grand moyen d'apprendre que de participer à plein d'événements. J'ai vu que tu étais, je crois que c'était Grand Test Numérique Ouais. en 2020. C'était quoi cette expérience? J'ai vu qu'il y avait André Manoukian, si je me trompe pas. Participer à ce genre d'événement, c'est aussi s'exposer. C'est sortir de sa zone de confort, c'est se tromper, entre guillemets, en public. Où en fait, ça vient un peu sur la dichotomie où on voit le positif des choses ou le négatif des choses. Et quand tu y vas, comment tu te sens? Te sens-tu légitime? Franchement, oui et non. C'est très bizarre. Il y a un gros syndrome de l'imposteur, forcément. Je suis très inquiète. Quand j'ai participé justement à Gênes Metz, j'étais complètement stressée. C'était horrible. Je me disais, je crois que j'étais la plus jeune ou une des plus jeunes. Je travaille même pas encore. Je fais mes études. Je vais parler de choses et finalement expliquer que le juriste de demain, c'est ce que je fais entre guillemets, enfin, c'est assez prétentieux en même temps, c'est assez... Et d'un autre côté, je me dis, mais zut, à la fin, enfin, je me suis donné les moyens, j'ai suivi des études qui étaient très différentes les unes des autres. Aujourd'hui, j'y suis, j'ai quasiment fini l'informatique. J'arrive à mélanger droit et informatique, justement, à voir un petit peu les liens qui peuvent se créer. Je suis démarchée régulièrement aussi pour des postes, etc. Donc, je me suis dit, bah, zut, s'ils m'ont appelé, s'ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, j'apporterai quelque chose de nouveau. Et ça a été une super expérience. Alors, j'étais stressée comme pas possible parce qu'en plus, il y a des gens qui prennent des notes, il y a des gens qui posent des questions à la fin, on se dit surtout pas les questions. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Est-ce qu'ils vont me demander de développer un algorithme devant tout le monde? Alors que pas du tout. Au final, c'est beaucoup d'appréhension pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose, les questions. Pour le reste, c'est toujours impressionnant. Mais c'est un super... ça a été un super moment, une super expérience. J'ai vraiment en plus été super touchée que Gênes Metz me fasse confiance parce que donner sa chance à une petite jeune, c'est pas forcément tout le monde qui le ferait. Et vraiment, si c'est à refaire à 100%, après, ce sera toujours un peu stressant. C'est stressant, ouais. Mais, moi qui parle, c'est une métaphore que j'utilise souvent, mais moi je joue au foot, quand tout le stress c'est avant le match. Mais dès que l'arbitre siffle, que le ballon commence à rouler, il y a tout qui part et c'est le moment de l'action. Et c'est aussi un mécanisme un peu protecteur qui donne, en fait, qui force à se donner tous les moyens que ça se passe bien. Et du coup, tu parles de tes parents et un peu de parenté. C'est quoi le meilleur conseil qu'ils t'ont donné? Ma mère me dit toujours de suivre mon intuition parce que ça trompe jamais. C'est vraiment quelque chose qu'elle me répète tout le temps. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire au maximum. Après, parfois l'intuition, elle dit n'importe quoi. Hein, mais en tout cas, j'ai jamais de regrets comme ça. Et je me dis qu'au pire, si jamais ça se passe mal, ben, j'irai voir ma mère et je lui dirai que c'est de sa faute. Voilà. T'as un bon bouc émissaire, on va dire, comme ça. Et un peu dans cette lignée, comment tu te vois toi dans 5-10 ans? Où te vois-tu? Comment te vois-tu? Qu'est-ce que tu penses avoir accompli? Et qu'est-ce que toi tu te dirais à toi-même? Je pense dans 5 ans, me voir à une place peut-être importante, quelque chose qui me permette vraiment de développer mes différentes casquettes de juriste et de développeuse. En même temps, je pense qu'en parallèle, je me vois bien monter une boîte. Ça, c'est un projet qui est potentiellement en cours avec ma sœur. Enfin, pour l'instant, c'est juste de la réflexion, hein. Mais voilà. Également, je me vois... En fait, je me vois pas avoir un métier. Je me vois
aussi enseigner, je me vois continuer à m'impliquer dans le bénévolat, voilà, enfin essayer de faire un maximum de choses et puis surtout peut-être être à l'étranger dans 5 ans, pourquoi pas, vivre dans un autre pays, quitte à revenir après en France, mais en tout cas partir un petit peu à Vivre cette l'étranger. expérience-là. Oui, et justement me challenger un petit peu en découvrant quelque chose de complètement nouveau, c'est quelque chose qui m'intéresserait. D'accord. Et pourquoi entreprendre du coup? Pourquoi entreprendre d'abord et pourquoi vouloir le faire avec ta sœur? Alors, entreprendre parce que, en fait, ça revient toujours au même sujet. C'est vraiment l'associatif. Souvent, j'ai eu le rôle de présidente ou vice-présidente, ou voilà. Et j'aime bien finalement chapeauter un petit peu les équipes. J'ai souvent plein d'idées. Alors, il y en a beaucoup qui doivent être pas bonnes, hein, mais j'ai quand même pas mal d'idées. Donc, dans le tas, voilà, j'aime bien un petit peu l'idée des équipes. En général, je me retrouve bien là-dedans et des retours que j'ai pu avoir, en général aussi, les équipes sont plutôt contentes. Et c'est vrai que j'ai envie en fait de faire les choses à ma façon, quitte à ce que ça ne marche pas aussi, mais en tout cas essayer de monter peut-être une boîte moi-même, voir comment ça fonctionne, comment ça évolue. Et après, j'avais pensé notamment à ma sœur. Alors forcément, c'est simplement une idée pour l'instant, mais c'est parce qu'on a des caractères qui sont très différents et en même temps très complémentaires. Et on a vraiment ce- cette possibilité de vraiment distinguer le côté affect familial du pro. Tous les deux, ça, on arrive très bien à le faire. Donc ça serait quelque chose qui serait formidable. Après, c'est des projets, hein. On en a tous beaucoup. Ouais. Mais ma sœur, c'est vrai que c'est quelque chose, enfin quelqu'un en tout cas avec qui je me verrais bien évoluer par la suite. Et du coup, ce serait entre guillemets un projet avec du sens qui en fait impacterait la vie des gens d'une manière plutôt positive parce que, et c'est très intéressant de le dire parce qu'aujourd'hui on a une génération où tout le monde veut écrire CEO et c'est à la fois bien parce que ça montre que on est dans une génération où les gens veulent faire les choses par eux-mêmes. Ouais. Mais il y a souvent aussi, et c'est aussi bien de réussir sa vie, mais c'est aussi bien de laisser une trace. Et c'est quelque chose que je remarque et tu l'as bien précisé aussi au début, ça reste aussi une ligne directive dans ta vie. Et du coup, j'aimerais te poser cette question-là qui découle. Qu'est-ce que tu dirais parce que maintenant je t'ai demandé d'où te vois-tu dans 5 à 10 ans, qu'est-ce que tu dirais à Jeanne il y a 5 à 10 ans, la lycéenne? De ne pas avoir peur de se lancer, de ne pas se dire aussi, parce qu'à la fin du lycée, j'ai l'impression que, vu que j'étais en filière ES, etc., j'ai l'impression qu'en fait, toute ma vie était un peu tracée, que j'allais faire donc une prépa Cachan, qu'après, j'allais peut-être intégrer une école de commerce, ou je sais pas, enfin, j'avais un peu cette idée que j'allais me laisser porter par les choses, et puis on verra. Et de se dire juste que déjà tout est possible, qu'il y a beaucoup de surprises à venir, et de vraiment pas douter de mes capacités en fait. C'est vraiment quelque chose, il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que moi aussi j'étais capable comme n'importe qui. Et voilà, juste ne pas hésiter à foncer et Prendre le contrôle. c'est ça, et surtout de ne pas avoir peur des échecs parce que à l'époque j'avais l'impression qu'un échec c'était la fin du monde. C'était vraiment la catastrophe quand j'ai raté ma prépa, mais c'était la fin du monde. Alors qu'en réalité, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que sinon j'aurais pas fait derrière tout ce que j'ai fait. Donc vraiment ne pas avoir peur de l'échec parce qu'en général c'est au contraire, c'est très cliché ce que je veux dire, c'est une leçon finalement. Mais voilà. Faut pas en avoir peur et c'est peut-être une phrase qu'on connaît tout le monde, mais ça je gagne, ça j'apprends. Ouais. Et ça fait qu'on a cette peau un peu plus dure de pouvoir se lancer vers d'autres choses qui sont encore plus grandes et plus folles. Et il faut jamais avoir peur de s'arrêter. Il faut avoir peur, mais il faut reconnaître sa peur et arriver à la surmonter. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu penses que Jeanne, il y a 5 à 10 ans, toi, que tu viennes lui donner ce conseil-là, tu penses qu'elle t'aurait écouté?
Je pense qu'elle se serait dit pourquoi pas, mais qu'elle aurait oublié quelques heures après. Voilà. Elle serait vraiment. Se serait dit, c'est plus simple à dire qu'à faire, hein. Ouais. Et c'est vrai. Mais c'est important de le savoir et d'essayer. Et du coup, pour sortir un peu de ce rapport un peu égotistique qu'on vient de dire, de se parler à soi, au présent et au passé, qu'est-ce que tu dirais aussi à un jeune qui se cherche et qui essaie de se lancer? Parce qu'au-delà du lycée, des fois, les gens n'ont pas forcément un plan. On a beaucoup de fantasmes par rapport à l'après. Mais qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces jeunes qui peuvent nous écouter et qui se cherchent? Et parce que aussi le but de ce podcast, c'est que les gens voient que c'est des gens comme eux qui font les choses, qui sont en train de faire bouger le monde et de pas avoir peur. Et qu'est-ce que tu dirais toi à un lycéen qui venait te poser la question, voilà, j'ai ces deux choix-là, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois processer ce choix pour que demain sera entre guillemets, le plus rentable pour moi? Je dirais déjà de voir ce qu'il préfère de prime abord, de voir ce qui a l'air de l'intéresser, peut-être se renseigner un peu plus sur les débouchés que pourrait apporter une formation X ou Y, voir également comment il se voit dans 5 ans, justement, lui demander un petit peu comment il se voit évoluer, est-ce qu'il se voit plutôt diriger ou au contraire être dans les équipes mais les souder entre elles, voir un petit peu en fait sa conception au-delà de ses intérêts des matières qu'il a pu étudier au lycée, voir également comment il aime évoluer. Aussi lui dire de ne pas avoir peur de faire des rencontres. Je sais qu'au lycée, je me posais beaucoup de questions aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à un lycée, une lettre qui proposait une prépa. J'aurais dit, est-ce que je peux venir passer une journée chez vous en prépa? Et ils m'ont dit avec plaisir. Et j'ai suivi des cours, donc je me suis rendu compte qu'en effet, c'était intéressant, que ça me plaisait. Et j'ai pas hésité alors que, bon, forcément on est un peu intimidé dans ces moments-là, mais il faut pas hésiter à écrire et les personnes en général vous reçoivent avec vraiment Les bras ouverts. ouais, les bras ouverts parce qu'ils ont envie justement de faire découvrir à des jeunes, de leur montrer. Donc il faut pas hésiter à écrire et à demander des conseils, à demander de l'aide et à se rendre compte que finalement bah, on va pas forcément vers la bonne direction. Bah écoute, je vais chercher autre chose à ce moment-là. Donc, ne pas hésiter à provoquer les rencontres. Et, oui, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Si on pense aimer deux parcours différents, pourquoi pas se rendre une journée dans la fac X et une journée dans la fac Y. Et en plus, en général, ce sera très bien vu, par exemple, pour la prépa. Parce que quand j'étais venue passer justement une journée en prépa, à l'issue de la journée, le directeur de la prépa est venu me voir en me disant si vous vous candidatez, en tout cas on vous prend, c'est sûr. Et alors je dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais ce que je veux dire c'est qu'il s'est dit quand même, elle s'est levée, elle est venue passer toute la journée, c'était en plus je crois, je sais plus si c'était un samedi, enfin l'horreur, la motivation totale et en plus j'avais participé en cours mais parce que ça m'intéressait, après voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter et ce sera vraiment très apprécié. Et il ne faut pas oublier aussi que, alors pour ma part, là, je suis vraiment donc, boursière à échelon maximum et pourtant j'ai pu faire de longues études. Donc après, je sais qu'il y a des situations qui sont parfois beaucoup plus complexes, mais en général, l'État français soutient quand même très bien et propose des bourses qui sont intéressantes. On a d'autres aides, on a aussi des aides plus particulièrement pour certaines écoles. Donc c'est pas parce qu'on a peu de moyens qu'on va pas pouvoir justement avoir un parcours qui soit qui nous plaise et surtout qui soit de longues études. Après, de courtes études, ça peut être aussi très bien, hein. Mais on peut faire de longues études en ayant très peu de moyens, si ce n'est quasi pas. Je te parlais de Legaltech en Oui. France. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet engouement et ce qui monte en flèche en vrai aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut apporter au droit? Toute cette technologie qu'on rapporte, une brique d'intelligence artificielle, tout ce développement qui est en train de faire pour améliorer au final l'accès au droit. À vrai dire, les Legal Tech, en fait, elles ont deux fonctions. Elles vont avoir soit une fonction auprès des justiciables, donc des personnes comme toi et moi, soit elles vont avoir une fonction auprès des professionnels du droit. Donc, auprès des justiciables, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, par exemple, ça va être leur apporter plus de transparence, leur proposer par exemple de la médiation en ligne,
de la résolution de litiges en ligne, des conseils, etc. Donc, ça va leur permettre d'avoir des tarifs qui sont plus transparents, d'avoir des actes automatisés aussi, avec tout ce qui va être les smart contracts, les contrats intelligents. Donc, il va y avoir toute cette partie pour le justiciable qui, en plus, chamboule un petit peu les professions juridiques parce qu'elles étaient un petit peu mises sur un piédestal et elles se retrouvent avec des concurrents qui jouent complètement différemment, qui sont complètement transparents ou en tout cas très transparents dans leurs tarifs et en plus qui proposent finalement des services de manière beaucoup plus accessible. Parfois, on a un peu peur d'aller voir par exemple un avocat si jamais on a besoin d'un conseil. Alors que là, en 2 clics, je peux l'avoir mon conseil. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour les justiciables et pour les professionnels du droit. À côté de ça, ce ne sont pas vraiment que des concurrents, puisque c'est aussi une source d'outils en fait pour les professionnels du droit comme pour les avocats. Ils vont avoir des outils d'aide à la recherche, à l'analyse de jurisprudence, donc de décisions de justice. C'est quelque chose qui va faciliter le travail de l'avocat. Il ne va pas avoir à s'encombrer de beaucoup de tâches chronophages qu'il avait auparavant, donc tout ce qui était la recherche de décision, retrouver une décision qui a été mal notée, etc. Là, on a des Legal Tech où on a simplement à déposer un jeu de conclusion et les documents sont scannés, les conclusions sont scannées et on a toutes les décisions qui sont issues de ces conclusions. Donc ça facilite beaucoup le travail de l'avocat qui va pouvoir, à côté de ça, se concentrer vraiment sur sa fonction de conseil. Il va pouvoir apporter finalement beaucoup plus de plus-value lors de son travail, puisque vu qu'il n'a plus à faire toutes ces tâches-là, eh bien, il va pouvoir se concentrer sur son client, sur ses besoins, sur ses demandes, sur la façon aussi de peut-être trouver de nouveaux arguments pour la défense ou ce sont énormément d'outils qui arrivent, qui sont là sur le marché français depuis déjà quelques temps. Sur le corps du métier en lui-même, d'aller vraiment à l'essentiel. Et on ne se rend pas compte, mais c'est aussi le rôle, entre guillemets, de l'IA dans notre vie, Oui, d'accélérer en fait le maximum de choses. Et si vous dites que l'IA ne vous impacte pas dans votre vie, envoyez un SMS et regardez les mots qu'il vous propose. C'est déjà une grande intelligence artificielle. Et toi, du coup, dans cette casquette-là où tu as fait une fac de droit quand même, avais-tu l'impression que le droit était trop rigide et qu'il avait besoin d'un bouleversement, ou au contraire, est-ce qu'on vous enseigne en fait à ce que c'est comme ça et qu'il faut aller regarder dans son code civil, à cet endroit-là, il fallait chercher ça, de cette manière-là, ou au final, il y a un process qui est fait, qui marche depuis que le droit existe et que tu ne pensais pas à l'époque que ça pouvait être aussi chamboulé? À vrai dire, moi j'ai connu, c'était il y a peu de temps, hein, mais les TD où on devait venir avec nos codes, en effet, on devait rechercher parce qu'en fait on doit maîtriser l'outil. Même si maintenant on va faire beaucoup de recherches sur Internet, je trouve quand même que c'est très important. J'ai encore cet attachement en fait au code papier. Je trouve que c'est une mine d'informations, mais comme sur Internet, mais c'est différent. C'est quelque chose qu'on nous apprend à la fac parce que c'est quand même important de savoir maîtriser des outils papier. Après, à côté de ça, on ne m'a pas enseigné justement à utiliser les outils sur Internet. Donc, on ne va pas m'apprendre vraiment à faire beaucoup de recherches sur Internet, que ce soit les plateformes style Dallos, LexisNexis, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas trop. On ne nous apprend pas trop justement le fait qu'il y ait ces Legal Tech qui apparaissent dans le marché du droit. Ça, j'ai découvert en 5e année de droit. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez assez dingue. Alors que pourtant, c'est vraiment une révolution depuis les années 2010 en France, quoi. Donc, c'est quelque chose... ça reste rigide, le droit. Pas tout au long des études, mais en tout cas, les premières années, je trouve ça assez rigide. Puis, en fonction de cet aspect, on peut découvrir que finalement, il y a des portes ouvertes pour qu'il y ait un assouplissement par la suite. En tout cas, le domaine juridique reste quand même assez poussiéreux. C'est vrai qu'on essaie de se réinventer. Maintenant, on a même des avocats sur YouTube. C'est vrai qu'on essaie un petit peu d'innover et je pense qu'avec la nouvelle génération justement de juristes, on va voir un vrai bouleversement maintenant parce qu'on a les outils, mais on a aussi les professionnels qui vont arriver sur le marché et qui seront pleinement conscients de toutes les capacités de ces outils-là.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais pas encore envisagé l'impact de ces légalités. Et peut-être que demain, ça changera aussi la manière dont le droit est enseigné. Et ça montre du coup l'impact que cette branche de la French Tech est en train d'avoir en fait. Je pensais juste que ça avait un impact sur comment on appliquait le droit, mais ça montre aussi comment c'est poussé et que franchement c'est très intéressant même si le droit en lui-même doit être d'une certaine manière rigide parce qu'il est il est fait pour être juste, donc faut pas trop aller un peu à gauche à droite, mais le fait d'accéder la facilité à l'information, j'avais pas eu en tête que ça pouvait aussi aller jusqu'à changer la manière dont le droit est enseigné. Et ça, c'est très intéressant et ça montre l'ampleur de ces légalités-là. Et il faut préciser que c'est un monde un peu qui nous vient des États-Unis et qu'on a superbement bien accepté en France. Du coup, pour finir, on va aller sur des questions plus légères, des questions où j'ai juste besoin que tu me dises la première chose qui te vient à la tête. Ok. Si tu fais de là à dire que tu as aujourd'hui un métier, mais tu aspires à un métier, mais si tu faisais pas ce métier-là, tu ferais quel métier artistique? Artistique? Artistique ou créatif? Alors en fait, je couds depuis que je suis très jeune. Donc je pense que si j'avais dû aller dans un domaine artistique et je me suis posé la question à la fin du lycée, ce serait vraiment la couture à fond. J'ai hésité à la fin du lycée, ma mère était prête à me payer une école et j'ai dit non, ce sera pas sérieux. Allez, on va faire du droit et de l'économie, le total opposé de l'ado qu'on pourrait imaginer. C'était vraiment, j'étais en fin de crise d'ado, donc à ce moment-là, ça allait mieux. Ouais. Donc ouais, ça aurait été la couture. Très étonnant. Oui. Très étonnant. Qu'est-ce que une musique qui te replonge dans l'émotion de l'enfance? Une chanson, une mélodie? Je pense que ce serait vraiment un petit peu toutes les chansons de Supertramp. Vraiment très grande fan. Alors, on avait pas mal de vinyles à la maison. Et ouais, Supertramp, mais alors laquelle Ça vient des parents? Ouais. On avait un tourne-disque et tout de suite aller chercher les vinyles, c'était notre petit jeu, quoi. Donc je pense que ça serait peut-être, oh je sais pas, non, toutes de Supertramp, vraiment. Toute la discographie. Ouais. Et ça te replonge en jeunesse. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes? Si on allait voir dans ton lecteur, c'est quoi les 5 dernières musiques qu'on verrait? Alors, c'est vrai que en général, quand je code, j'aime beaucoup écouter de la musique commerciale. Donc, en général, j'écoute pas de la bonne musique. Mais si je devais donner une réponse un peu plus correcte, en général, c'est pop rock. Ouais. Beaucoup de rock. Ouais. Après, j'aime bien aussi écouter de vieux artistes comme Kate Bush. Voilà, un petit peu farfelu. Mais ouais, en général, c'est plutôt pop rock et pas mal de commercial. Et quand on code, au final, parce que je suis un peu pareil, au final, on n'entend plus la musique. Ouais. Moi, ça me permet de me concentrer. Ouais. Ça te met dans une bulle de bruit qui t'isole et qu'au final, tu n'entends plus. C'est ça. Mais ça ne m'étonne pas. Je pensais que j'étais seul, hein, mais ça ne m'étonne pas. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton mantra? Une phrase courte qui définit tout de toi. Ce que tu es, ce que tu veux faire. Comment tu regardes la vie, en fait. N'aie pas peur. Je dirais juste ose, en fait. C'est vraiment ce que j'essaie de suivre au quotidien. C'est oser et ose, mais aussi pense aux autres. Il faut essayer de ne pas être trop individualiste et penser plus large. Et parfois, justement, c'est plus intéressant d'aller vers les autres, de les aider et de rater une opportunité qu'on aurait eue pour soi. Je trouve que de se concentrer que sur soi, on évolue beaucoup moins et on gagne bien moins. Donc, ouais, ose, mais fais attention aux autres. Mais c'est vrai qu'en osant que tu te donnes, entre guillemets, plus de moyens pour aider les autres. Donc ça se rejoint bien et ça aurait été le fil conducteur de cette discussion, le fait de penser aux autres et de donner aux autres. Du coup, on va conclure sur cette chose-là. D'abord, je te demanderai
Qui aimerais-tu voir se prêter à cet exercice-là que tu viens de faire? Sur une personne sur laquelle tu veux apprendre son histoire, sa vision, et ce qu'elle veut faire, ce qu'elle essaie de faire. Je pense que ça pourrait être intéressant de proposer, et je pense que ça lui plairait en plus, à Alexia Leroux. C'est en fait une juriste comme moi, qui est formidable, qui est aussi très engagée. On se retrouve beaucoup là-dessus. On s'est rencontrés lors de mon premier stage dans tout ce qui était lutte contre le proxénétisme, donc pas un sujet facile, mais c'est devenu depuis une bonne amie. Et donc, oui, je pense que Alexia Leroux, c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce genre de podcast. D'accord, bah, tu le mettras en contact, oui. C'est ma petite minute plug. Et du coup, je te laisse finir en lisant cette citation qui m'a aussi poussé à créer ce podcast. Elle est en anglais et en français, tu nous lis celle que tu préfères. Je vais vous épargner l'accent anglais. Lorsque vous montez ou vous penchez dans la montagne, parfois vous glissez et foncez vers l'avant, parfois vous perdez votre équilibre et vous reculez. C'est une histoire d'essayer de se pencher de la bonne manière, de se pencher sur le soi actuel et d'aspirer à quelque chose non atteignable, mais hors de vue. Même glisser peut être instructif. Quelque chose ne se passe pas au sommet, mais en cours de route. C'est là que l'on a une chance de devenir qui on est. De John Kay. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je me retrouve plutôt dans cette citation. Donc, je ne saurais pas quoi te dire de plus, mais oui, je pense que je me retrouve plutôt là-dedans, le fait de vouloir trouver son équilibre. Trouver son objectif aussi, d'atteindre ses objectifs, même si ça ne paraît pas atteignable sur le moment. Et inatteignable, mais en fait atteignable, c'est juste qu'on le voit pas. C'est nous qui nous empêchons de l'atteindre. Et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir. En tout cas, je te remercie pour ton temps, Jeanne, et je suivrai ce que tu fais, ce que tu deviens. Et, merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps.